Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Va te faire suivre qui a pour sujet l'attaque de panique. Oui, l'attaque de panique, pas le trouble panique, pas le trouble anxieux généralisé, l'attaque de panique. Mais rassure-toi, dans cette vidéo, tu apprendras ce qu'est l'attaque de panique et ses différentes manifestations, ce que tu peux faire quand ça t'arrive et à partir de quel moment est-ce que ça peut basculer vers un trouble panique, voire un trouble anxieux généralisé. Crise de tétanie, crise d'angoisse, crise de spasmophilie, beaucoup de noms pour cette expérience qui ne peut clairement pas être traduite avec des mots et celles et ceux qui l'ont déjà vécu savent à quel point c'est vrai. Le DSM-5 tente quand même d'en dire quelque chose avec comme à son habitude une liste de symptômes dont l'expression de au moins 4 symptômes de cette liste indique une attaque de panique. Palpitations, battement de cœur ou accélération du rythme cardiaque, transpiration, tremblement ou secousse, sensation d'essoufflement ou d'étouffement, sensation d'étranglement, douleur ou gêne thoracique, nausée ou gêne abdominale, sensation de vertige, d'instabilité, d'étourdissement ou de faiblesse, frisson ou sensation de chaleur, paresthésie, c'est-à-dire des engourdissements ou des picotements, déréalisation, c'est-à-dire un sentiment d'irréalité ou dépersonnalisation, c'est-à-dire l'impression d'être détaché de soi, peur de perdre le contrôle ou de devenir fou, ou peur de mourir. J'attire votre attention sur le fait que sur les 13 signes de l'attaque de panique, 10 sont des ressentis somatiques, donc qui passent par le corps, et seulement 3 qui traduisent d'une expérience émotionnelle ou psychologique. C'est pourquoi quand certains patients ont un trouble panique, c'est-à-dire des attaques de panique récurrentes, leurs proches les pensent souvent hypocondriaques, ce qui est complètement faux. Les ressentis qui te font si peur sont réels et tu n'es pas fou du tout. Il faut donc nommer l'expérience pour ce qu'elle est. C'est une crise de panique. Cela réduit, voire élimine les autres pensées hypocondriaques. Et c'est transitoire, donc accepte-le. Accepte non pas que tu vas mourir ou devenir fou, mais accepte que tu vis une manifestation anxieuse transitoire. C'est extrêmement désagréable, c'est une très forte peur, c'est douloureux, mais ça ne dure que quelques minutes. Je dis souvent à mes patients, c'est une vague, un tsunami plutôt, quand on a à le vivre, mais c'est un vécu transitoire, ça finit toujours par se retirer. Ça n'entraîne ni décompensation psychiatrique, ni la mort. Donc, je le répète, on ne peut pas mourir d'une attaque de panique. Ce qui pose ensuite problème, ce ne sont pas les éventuelles récurrences de crise, c'est l'idée que cela recommence. L'idée que cela puisse revenir crée une anxiété suffisante pour ressentir une tachycardie, un souffle court ou une sensation d'étranglement par exemple, c'est-à-dire tout ce qui rappelle la crise d'angoisse. Cela va donc nourrir la peur, ce qui nourrit les sensations anxieuses, ce qui va aggraver le stress, ce qui va augmenter les sensations, et donc, pourquoi pas déclencher une nouvelle attaque de panique. Tu comprends donc que face à ce cercle vicieux, il est important que les pensées soient plus fortes que les émotions, ce qui s'apprend, mais il faut aussi aller chercher le sens de ce que ton inconscient souhaite te communiquer. Si tu ne comprends pas qu'est-ce qui te fait angoisse, tu peux très probablement généraliser l'angoisse à des stimulations et causes fausses qui n'ont strictement rien à voir avec ton angoisse intime. Si ce n'est pas lié à une angoisse à proprement parler, un conflit inconscient peut aussi en être à l'origine. Car oui, une attaque de panique peut survenir à n'importe quelle occasion, mais n'est pas exactement liée à ce qui se passe dans l'environnement direct. L'inconscient, lui, fait un lien particulier, symbolique, entre ce qui se passe dans le réel et une angoisse ou conflit que l'on parvient normalement à refouler, c'est-à-dire à garder en dehors du champ de la conscience. Cela mérite une petite précision. L'attaque de panique est différente de la phobie. Rappelle-toi, une angoisse n'a pas d'objet. La peur, elle, est fixée sur un objet. La phobie est la peur d'un objet ou d'une situation. L'angoisse semble une peur diffuse sans objet. Pour en savoir plus, je te renvoie vers la vidéo faite en collaboration avec Psychorama sur peur et angoisse. Dans l'attaque de panique, nous ne sommes pas face à une peur liée à une situation ou un objet anxiogène. L'attaque de panique ou crise d'angoisse semble surgir de nulle part. Je dis bien semble, parce que lorsqu'on travaille en thérapie avec une personne qui a subi une attaque de panique, on finit, dans la grande majorité des cas, à percevoir l'angoisse inconsciente qui est à l'œuvre chez le sujet.
La peur qui est aussi inconsciemment liée à cette angoisse et généralement on parvient à faire un lien avec ce que la personne était justement en train de faire. Pour comprendre cela, voyons comment Tony Soprano, qui lui en est au stade du trouble panique, il a dépassé le stade de l'attaque de panique puisque les attaques sont récurrentes. Donc, dès le premier épisode, nous rencontrons un mafieux grand, fort et attendrissant. Et Tony Soprano est aussi brut et violent qu'il se laisse attendrir par la poésie de canards qui viennent s'établir chez lui dans sa piscine. Tony Soprano mène une vie de gangster ultra violente et une vie de famille relativement paisible, mais surtout, la place de cette famille est très importante pour lui. Il aime énormément sa famille et il tient énormément à eux. Lorsque les canards s'envolent de la piscine et quittent donc le domicile de Tony, il fait une attaque de panique. Tony va donc, non sans honte, consulter une thérapeute, le docteur Melfi, qui va le suivre et lui faire découvrir aussi bien par cette scène inaugurale que par l'analyse de rêves que Tony est soumis à des angoisses et conflits inconscients. La clé numéro 1 n'est pas que Tony Soprano a une phobie quelconque des canards, mais bel et bien que cette famille de canards représente symboliquement sa propre famille. En s'envolant, les canards symbolisent le fait que sa famille puisse elle aussi s'envoler, et ce, à cause de ses activités mafieuses. Sa famille pourrait mourir. Cette vision inconsciente qu'il parvient normalement à refouler, c'est-à-dire à garder en dehors de sa pensée, ici, elle lui fait brutalement face et cela le panique. Une seconde clé se trouve dans un rêve que raconte Tony au docteur Melfi. Il voit son sexe qui tombe et un oiseau aquatique l'emporte. Le docteur Melfi interprète bien évidemment cet oiseau aquatique, qui, soit dit en passant, a subi un nouveau refoulement, comme un canard, et donc que ce canard lui vole son pouvoir. Bon, c'est une représentation très cliché de l'angoisse de castration, mais c'est malgré tout intéressant pour comprendre que le personnage de Tony Soprano peut perdre sa position hiérarchique et sa crédibilité au sein de son groupe mafieux, car son point faible, c'est sa famille. Dernier point à noter par rapport à l'analyse de Tony, c'est le conflit psychique qui est le sien entre la grande violence et cette nécessité d'être extrêmement dur d'un côté et être un être sensible et fragile de l'autre. Ce conflit psychique peut tout autant être à la source ou au moins contribuer à son trouble panique. Oh, Jesus, fuck, now he's gonna cry. Nous allons retrouver, bien évidemment, le stress. Il peut y avoir aussi un traumatisme, des cas de troubles paniques dans la famille, la consommation d'excitants, voire parfois de toxiques, et la liste n'est pas exhaustive. Il faut nommer la crise, ne pas partir sur des pensées d'accès à la folie, crise cardiaque ou autre. Demander de l'écoute et du soutien au moment de la crise. Mais quoi qu'il arrive, le mieux, c'est de tâcher de se rassurer soi-même. Je sais que c'est pas facile dans ces moments-là, mais c'est avant tout vous-même qui allez vous rassurer le mieux. Et pour apprendre à se rassurer soi-même, comprendre véritablement à quoi les angoisses et conflits sont liés, il faut suivre une thérapie. Enfin, il est toujours possible d'avoir recours à des anxiolytiques, mais là, ce n'est pas du tout mon domaine. Mettre du sens sur ce que tu ressens physiquement, savoir que tu ne deviens pas fou, que tu ne fais pas une rupture d'anévrisme ou un cancer du côlon, non, tu fais une attaque de panique qui te fait vivre des sensations de peur, panique, et ça met le bazar dans tes ressentis corporels. Mettre du sens sur ce qui te fait réellement peur ou ne te convient pas dans ta vie, et pas dans ce que tu étais en train de faire. Il n'y a qu'un lien symbolique avec ce que tu faisais lors de ta première attaque de panique, pas un lien réel. Il faut laisser transiter la crise, la laisser nous traverser en cherchant à analyser non pas les ressentis mais les pensées refoulées qui tentent de se manifester. Les décisions ou les actes que nous n'avons pas encore faits, ce que nous redoutons qu'il puisse se passer dans notre propre vie. Analyser et faire un pas de côté permet de ne pas se dire que ça va rester, que ça va être pire. Rappelle-toi, c'est une vague. Les vagues vont et viennent avec différentes fréquences, avec différentes intensités, mais repartent toujours. C'est une crise émotionnelle et non pas logique. Donc dire à quelqu'un en pleine crise « c'est pas grave, ça va aller » ne fait rien face aux sensations et aux émotions extrêmement effrayantes et douloureuses qu'il vit. Il vaut mieux lui dire quelque chose du style
Oui, je comprends, ça te fait peur, mais respire, écoute le son de ma voix, et dans quelques minutes, toutes ces sensations vont diminuer puis disparaître. Une crise d'angoisse, ça fait clairement trauma pour la personne. Mais lorsque l'on vit un trauma qui est lié à une expérience externe, c'est très différent que lorsqu'on vit un trauma lié à une expérience interne. Faire un travail de conscientisation, de méditation de pleine conscience pour être dans l'ici et maintenant, et non pas se laisser happer par le vécu émotionnel. Je conseille également l'auto-hypnose, qui est une pratique qu'il faut apprendre à faire auprès d'un hypnothérapeute, mais c'est vraiment un excellent outil pour diminuer l'information corporelle ou la circonscrire. Car oui, une des méthodes que j'apprécie particulièrement en auto-hypnose face à une crise d'angoisse, c'est celle qui permet de percevoir l'attaque de panique simplement comme un bouquet d'informations. Informations dont on va baisser le volume comme on le fait avec le son d'une télévision à l'aide d'une télécommande. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé et j'ai à présent un petit service à te demander. Ma dernière vidéo sur la chaîne a fait 3000 vues en 10 jours sur YouTube et 40 000 vues en 3 jours sur Facebook. Du coup, j'ose imaginer que mes vidéos rencontrent un certain public, mais que bien évidemment, l'algorithme YouTube ne présente pas mes vidéos et ne les présente même pas à mes abonnés. Et ça m'ennuie un petit peu quand même. Donc je te remercie de mettre un pouce, de commenter et partager les vidéos afin que l'algorithme de YouTube me fiche un peu la paix et que je fasse pas tout ça pour rien. Merci beaucoup à toi et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.